Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je reçois aujourd'hui Patrick Amselem. Bonjour Patrick. Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale puisque pour repréciser à ceux qui te découvriraient, tu es astrologue. Nous avons fait déjà plusieurs vidéos en astrologie sidérale, mais tu t'intéresses aussi à la tarologie. Tu es praticien en tarot, tu fais même de la formation en tarot et tu tisses aussi des liens entre le tarot et l'astrologie. Alors aujourd'hui, on va pas faire de l'astrologie, on va déjà faire une première émission où on va aller plonger dans ces cartes du tarot pour un peu mieux les comprendre et dans une deuxième vidéo, nous irons approfondir les liens entre astrologie et tarologie. Mais avant de faire cela, il fallait déjà un petit peu poser le décor. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant de faire cette émission aujourd'hui parce que, d'une part, nous sommes le jour du solstice d'hiver. D'autre part, nous sommes en pleine nouvelle lune. Et si la nouvelle lune du mois dernier s'était déroulée dans le signe du Scorpion, donc on va bien toucher aux énergies subtiles, à toutes ces questions de transformation, de transmutation, voire d'inconscient, d'ésotérisme, etc. Eh bien, aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle se déroule dans les premiers degrés du Sagittaire, dans un nakshatra, c'est-à-dire une maison lunaire qui s'appelle Moula et qui s'avère être en plein cœur d'un trou noir, de la Voie lactée, de ce trou noir, et qui a donc pour vertu, effectivement, d'aller au fond des choses et de mourir et renaître à soi-même. Donc on est très très proche des énergies du scorpion, voire même on va jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout de cette énergie de transmutation. Et c'est donc aujourd'hui où nous allons parler tarot. Et donc voilà. Alors, Patrick, je vais te laisser la parole pour introduire déjà le tarot. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Donc aujourd'hui, nous allons parler du tarot, nous allons parler plus spécifiquement du tarot de Marseille, qui est le tarot ésotérique par excellence. Et on va peut-être commencer par ta question, qui est de dire d'où vient le tarot. Parce que c'est toujours très important de parler des fondements, que ce soit en astrologie, où on a des artefacts. Et pour le tarot, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup d'idées qui circulent, mais en réalité, il y a beaucoup d'idées qui sont fausses. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment quels sont les vrais documents, les premiers tarots. Alors la première chose, c'est-à-dire qu'on pourrait croire, souvent, c'est souvent rapporté, que la première origine, que le tarot viendrait d'Égypte. Or, en fait, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de documents qui prouvent l'existence vraiment du tarot, parce que le tarot, c'est quelque chose de bien spécifique. C'est lié aux 22 atouts, c'est-à-dire aux 22 arcanes majeurs euh, qu'on va regarder, qu'on va voir ensemble. Et donc, ces arcanes majeures, on va dire que les premières arcanes qu'on a retrouvées qui existent, c'est dans des tarots européens du XVe siècle, en fait, où on a vraiment les premiers dessins des 22 arcanes. Et les 22 arcanes, elles constituent la base du tarot. Donc, la source égyptienne n'est pas prouvée pour l'instant, mais on a déjà des traces, ces traces des cartes de l'existence des cartes d'un des premiers tarots que je vais peut-être montrer directement comme ça à l'écran euh, pour montrer à quoi ça ressemble.
Alors, on dit, moi j'ai souvent entendu dire que le tarot n'était pas seulement un jeu de cartes, mais un véritable livre qui dévoile une sagesse profonde, mystique. Donc, dedans, il y a un enseignement, en fait. Il y a un véritable enseignement. Alors, c'est d'abord un chemin initiatique. C'est ce qui est montré là par rapport à ces figures. Ça, c'est le tarot des Visconti. C'est un tarot qui date de 1450. C'est un des premiers tarots qui existent. Et donc, on voit qu'à l'époque, différentes figures. Par exemple, on reconnaît ici le pendu, on reconnaît ici l'arcane 13, on reconnaît ici le battleur ou encore ici le chariot. Donc, à l'époque, c'était des enlumineurs, c'était des peintres de la Renaissance, en fait, qui, un peu avant la Renaissance, qui peignaient. Là, c'est en l'occurrence Bonifacio Bembo, qui est un enlumineur, voilà, qui a fait ces figures pour la famille des Visconti, qui étaient des gens très, 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 très riches, voilà. Et donc, on reconnaît les différentes figures. Alors, effectivement, et pour répondre à ta question, avant d'être un jeu de divination, il y a vraiment une symbolique qui est représentée, qu'on va voir au fur et à mesure perdurer dans le temps, une symbolique. Et on va dire qu'il y a vraiment, en fait, le tarot représente notre chemin spirituel sur Terre. Voilà, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que nous venons faire ici, pourquoi nous sommes là. Et je dirais que le tarot n'est pas seulement... Après, c'est devenu un art de prédire et de dimension, un peu de voyance au XVIIIe siècle, hein, pendant l'époque vraiment où il y a eu les premiers voyants. Mais on peut aussi avoir des prévisions, des éléments par rapport au futur, mais surtout quelque chose qui nous indique où on en est, où on va et comment aller vers qui nous sommes et se souvenir de qui nous sommes réellement. Donc c'est beaucoup plus que ça. Et à l'époque, évidemment, on voit ces tableaux, on pourrait dire, oui, c'est des très belles peintures, ce sont des très beaux jeux dont il nous reste pas totalement toutes les lames, toutes les cartes. Mais en réalité, il y a vraiment ce message de sagesse. Qu'est-ce que nous venons faire ici dans notre incarnation? Et c'est ce que j'essaye de transmettre quand je propose mes différentes formations. C'est d'abord d'insister sur le chemin initiatique. Donc là, à cette époque-là, est-ce que le jeu de tarot qu'on appelle de Marseille existait déjà? Alors le tarot de Marseille, il apparaît un petit peu plus tard. Ça, on n'appelle pas tarot de Marseille parce c'est un tarot parce qu'on a les 22 lames. Alors après, on peut donner une autre information. Là, on Parce que voit que, pardon, on voit juste sur les lames qu'il n'y a pas les noms des lames. Voilà. Et un petit peu plus tard, on va dire en 1450, en 1500, on a cette liste des arcanes majeurs qui est répertoriée dans un ouvrage qui s'appelle le Sermones de Ludo cum Alice, c'est-à-dire un ouvrage qui a été compilé par des universités médiévales où on parle du jeu, de la nature des jeux de cartes et en fait de l'idée de morale par rapport au jeu, parce qu'on sait qu'à l'époque, on va dire que l'Église était très à cheval sur les jeux, le fait de jouer, d'aller dans des tavernes, etc. C'était pas bien vu. Et là, on voit qu'on a répertorié la liste. Donc, on sait qu'à l'époque, en 1500, on a la Luna ici, aussi on a la papesse, on voit il diavolo, ouais, voilà. Je pense que ça doit être du latin l'amore ici, la temperia, etc. Donc on a la liste. Voilà. Mais alors, pour le coup, Et on est-ce n'est pas qu'on encore sur le sait... tarot de Marseille. On n'est pas encore sur le tarot de Marseille. Oui, Voilà. oui, oui. Mais alors, pour le coup, est-ce que on sait quelle est la source de ces cartes? Parce que si ça ne vient pas d'Égypte, si on a trouvé les premières traces en Europe, d'où ça viendrait? De quelle tradition? En réalité, on ne sait pas. Même les plus grands qui ont écrit sur le tarot, même Jodorowsky
dit lui-même, on ne sait pas d'où il vient. On voit qu'il y a des apparitions des lames, donc au 15e. On sait qu'elles peuvent être relatées, par exemple, dans cette liste. On ne sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la symbolique, il y a des courants. Il y a des courants. Alors, le courant de l'Égypte, effectivement, est manifesté, ou en tout cas, l'allusion à l'Égypte, par exemple, si on prend la lame 2, qui est la papesse, on voit dans certains tarots qu'elle est représentée comme un sphinx, parce qu'elle représente le mystère. On a évidemment le courant kabbalistique, parce que dans la Kabbale, on est en relation avec les lettres hébraïques, et donc chaque lame du tarot est en relation avec une lettre hébraïque, c'est-à-dire qu'on a les 22 lames et les 22 lettres hébraïques. Et puis on a d'autres courants, évidemment, tu l'évoquais, le lien avec l'astrologie, le lien avec l'alchimie, avec les premiers bâtisseurs du Moyen Âge. Donc on a tous ces éléments et on pense certainement que ce tarot a été créé par des groupes, par des initiés, par des gens qui avaient vraiment justement la connaissance ésotérique. Mais dire qu'il y a une trace réelle, euh, pour l'instant en tout cas, on n'est pas dans on n'est pas dans cette vérité-là. Mm. Alors moi Par contre, alors moi j'ai entendu dire par une astrologue dont je ne me souviens plus du nom, mais qui vient d'écrire un livre sur les décans. Et d'après elle, les tarots seraient issus de cette étude des décans et de la sagesse qui se trouve dans les décans astrologiques. Et en fait, elle, donc, de ce fait, prônerait une origine astrologique du tarot. alors, je ne connais pas ce livre, mais ce que je peux dire, en tout cas en tant qu'écrit, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui parlent de la divination avec 22 éléments. On a un bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie qui s'appelait Callimachus, qui a répertorié que durant l'ère ptolémaïque, il y a un pharaon, c'est Ptolémée IV, qui, donc ça c'est vraiment lui qui le répertorie, utilisait, faisait de la divination avec 22 éléments, avec 22 disques. Donc en référence, là c'est en référence avec le 22. Maintenant on n'a pas de preuves formelles, mais peut-être tout à fait, ça fait partie de la recherche. Et c'est bien de revenir, c'est comme en astrologie, ben, on a des éléments, des artefacts montrant que voilà, sur les tablettes cunéiformes, on avait des traces précises, on parle de l'astrologie. Donc dans le tarot, on a ces éléments-là, ça reste des écrits, mais ce qui est important, c'est en tout cas quand on utilise le tarot, de voir la puissance, de voir la richesse que ça représente au niveau symbolique, au niveau connaissance, et surtout, au niveau de la connaissance de soi. Alors, Donc, j'ai oui, une question, j'ai une question. En fait, tu parles du nombre 22, tu parles du tarot comme possédant 22 cartes, 22 arcanes. Or, on sait tous que le jeu de tarot tel qu'il est vendu aujourd'hui, proposé au grand public, possède bien plus d'arcanes, puisqu'il y a les arcanes, les 22 arcanes majeurs, et il y a je ne sais plus combien d'arcanes mineurs, en sachant qu'il y a 78 cartes en tout. oui, parce que le jeu de tarot complet comporte les 22. Alors, arcane, qui vient du latin arcanum, c'est-à-dire mystère. Donc, les 22 arcanes, les 22 mystères, ou les 22 lames, parce que ça fait référence à l'âme, L apostrophe A M E. Mm. Voilà. Et donc, effectivement, il y a aussi quatre familles de 14 cartes, ce qui fait 4 fois 56. Donc, la totalité, 4 fois 14, 56 lames mineures. Alors, elles ne sont pas moins importantes, elles sont importantes, mais, et tu as tout à fait raison de le préciser,
le chemin ésotérique, le chemin qui nous mène vers nous-mêmes, ce que nous venons faire ici, est représenté par ces 22 lames qui vont du battleur jusqu'au mat ici présent. Alors, dans la divination, effectivement, on peut utiliser l'ensemble. Maintenant, si on parle vraiment du chemin, le chemin spirituel, il est indiqué dans ces 22 portes, ces 22 vortex. Et pour terminer ce que tu m'as demandé tout à l'heure, parce que je n'oublie pas ta question sur le tarot de Marseille, eh bien le tarot de Marseille, il apparaît un petit peu plus tard, vers le XVIIIe siècle, euh, puisqu'on a différents maîtres, des maîtres quartiers qui étaient installés donc dans la région de Marseille. C'est donc le tarot dit de Marseille, l'appellation, on dit le tarot de Marseille, ça vient de Papus, et Papus, c'est un ésotérisme du 19e siècle qui a appelé ça le tarot de Marseille. Avant, c'était tout simplement le tarot, et donc Papus, qui était un ésotériste et une personne qui avait beaucoup de connaissances, a dit, a appelé le tarot de Marseille. Il vient de Marseille, entre guillemets, parce qu'il y a ces maîtres quartiers de l'époque. Voilà l'appellation. Alors moi, je Donc, me souviens avoir lu des ouvrages de Papus il y a très longtemps, au tout début où j'ai commencé à m'intéresser au mhm. tarot et où j'ai, comment dire, transgressé les règles familiales pour aller toucher ces cartes qui me brûlaient le bout des doigts. Et en fait, dans son enseignement, il fait le lien entre la Kabbale et le tarot. Absolument, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, la Kabbale par les 22 lettres, par exemple, on va montrer ici à l'écran la première lame du tarot, représentée ici à gauche dans l'iconographie du tarot de Marseille de 1930. Donc c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la date. C'est Paul Marteau de la famille Grimaud qui a créé ces couleurs-là. Et là, on a en anglais The Magician. Donc, The Magician, c'est l'équivalent du battleur, mais dans le tarot anglo-saxon. Pourquoi je voulais montrer ça? Parce que ça, c'est le tarot le plus vendu au monde, The Magician, le Rider-Waite. Et donc, l'iconographie est vraiment différente, d'une part. Et pour parler justement des lettres hébraïques, la première lame du tarot est reliée au Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, justement, qui représente le un, qui représente l'homme debout, présente l'homme dans son potentiel avec tout terme divin qui est en lui. Et le battleur fait référence à notre entrée dans cette incarnation terrestre. C'est quand l'âme va entrer dans le corps et aussi, ça va être surtout la naissance. Voilà, notre naissance, notre incarnation. Donc, tout ça pour montrer évidemment aussi la dimension vibratoire. Quand on voit ces couleurs, quand on voit la puissance des couleurs, qui sont aussi une information symbolique, on voit la puissance qui se dégage. Donc, une lame de tarot, en tout cas une lame de tarot de Marseille, celui que moi j'utilise, en tout cas, c'est celui-là, cette référence, va être non seulement chargée de symboles, mais aussi c'est une vibration particulière. C'est une vibration parce que le tarot peut être aussi un guérisseur. On peut l'utiliser, moi je l'utilise aussi dans la dimension, dans la psychothérapie transpersonnelle, pour aider, pour guider, pour travailler aussi sur les centres d'énergie. Donc c'est beaucoup plus que simplement quelques couleurs parce que c'est vivant. Le tarot est vivant. Alors on voit qu'ici sur la gauche, il y a quelque chose quand même de vivant, présent. Donc voilà, on l'appelle le tarot vivant, euh, le guérisseur, celui qui nous enseigne. C'est lui qui nous enseigne et pas l'inverse. Donc quand je dis les gens veulent apprendre, je dis non, non, c'est pas vous qui allez apprendre, c'est lui qui va vous apprendre. Donc c'est une dimension tout à fait
tout à fait différente que de dire je vais apprendre à faire quelques tirages. Non, non. C'est vraiment le tarot qui va enseigner. C'est pour ça qu'on parle du chemin initiatique, du chemin dans lequel... Le chemin initiatique, c'est notre incarnation. Et le tarot va nous parler de ça principalement. Hmm. Si on veut s'intéresser à cette dimension, je dis bien si on veut bien, parce que beaucoup de gens peuvent l'utiliser aussi pour conseiller les autres, pour être conseillé, pour être guidé, et aussi pour une approche futurologique. Donc, ça dépend à quelle dimension, à quelle dimension du tarot on s'adresse. Mais si on Hmm. va aller vraiment dans quelque chose en profondeur, puisque tu parlais de cette voie lactée, tu parlais voilà, de ces quelques degrés là, du Sagittaire, et avec le tarot, si on veut, on entre vraiment dans la profondeur. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de vraiment de transmettre dans dans cette formation, dans cette initiation. Donc là, on revoit le chemin initiatique Mhm. et évidemment comme ça, on va dire certains parlent du tarot comme étant comme une bande dessinée. Moi, j'aime bien cette notion parce qu'en fait, on a une histoire. On a une histoire, c'est l'histoire de notre vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient faire là, vers où on va, hein, on va du battleur vers le mat. Et donc là, alors là, c'est une représentation un peu différente du tarot de Marseille, si vous avez remarqué, parce que là, c'est le tarot de Jodorowsky Camoin. C'est un des tarots de Marseille les plus récents, qui date Hmm. de 90. Et Alexandro Jodorowsky, qui est un grand spécialiste du tarot, avec Philippe Camoin, qui vient de la famille Camoin, un des maîtres quartiers du XVIIIe siècle. Ils ont voulu rechercher et reprendre vraiment les symboles d'origine. Donc on reconnaît ici le battleur, les couleurs sont différentes, et donc voilà, on peut aussi utiliser ce tarot-là. Donc là, on est vraiment dans la représentation des arcanes, mais on a une telle multitude de jeux, puisqu'on peut compter entre 1000 à 1500 jeux différents dans le monde, donc c'est absolument énorme, mais tous ne respectent pas ou tous n'ont pas nécessairement la notion du chemin, euh, du chemin spirituel. Il y en a qui sont symboliques, il y a le tarot de Dali, il y a le tarot, il y a des oracles, Moi, j'ai etc., le tarot etc. de, Moi, j'ai le tarot de Thoth et je trouve que les dessins, les images sont absolument magnifiques. Moi, c'est celui que je préfère. J'ai déjà essayé d'utiliser le tarot de Marseille, mais je n'y arrive pas. Les couleurs utilisées me bloquent. Je les trouve très glaciales, en fait. Et le tarot, bah, si tu enlèves le partage, je peux montrer un petit peu les dessins du tarot que j'utilise. Donc voilà, par exemple, on peut voir la tempérance là, euh, le jugement, la roue de la fortune, Mhm. hum, les amoureux. Voilà, donc déjà la dénomination n'est pas la même. L'amoureux, les amoureux, Bah, en fait, mais oui, mais après, les noms, c'est les mêmes, hein. Là, on a le pape. Là, bah, les amoureux, c'est pas l'amoureux, c'est-à-dire dans le tarot, c'est l'amoureux. Donc il y a des oui, petites différences. mais comment dire, regarde, le soleil, elle est magnifique. Enfin, il Voilà. y a vraiment voilà, l'ermite, l'ermite, l'impératrice, bref. Oui, ça respecte, en fait, hein, ça respecte complètement, euh, Alors, ça fait les symboles du tarot de l'univers, Marseille, ils le sont monde. particuliers. Ce jeu-là, il y a beaucoup de gens qui le déclinent, qui ont des jeux comme ça, mais pourquoi pas si tu te sens bien avec ça.
Ah ben moi, je me sens Après, très bien avec, oui, avec avec les dessins, les couleurs. C'est doux, enfin, moi, ça me parle. Vraiment, ça me parle comment dire, ça active mon imaginaire et j'ai mon intuition qui est beaucoup plus à l'aise avec ce type de tarot. Euh, ok, donc c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons d'approcher. On peut approcher le tarot par une voie intuitive, ce qui est une possibilité. Mais disons que, en tout cas, moi, quand je propose d'abord de comprendre quelle est quelle est la symbolique, de donner un petit peu les origines, la relation avec les lettres, etc., avec l'astrologie, avec la numérologie non plus, on n'a pas parlé de la numérologie. Et ensuite, effectivement, il y a après, en tout cas, il y a la possibilité d'activer le niveau intuitif et surtout dans la relation entre les lames, parce que c'est particulier. C'est particulier au niveau des regards, c'est particulier au niveau des positionnements. Donc tout ça, c'est une codification bien spéciale. Mais voilà, le tarot que tu utilises toi, tu peux tout à fait l'utiliser de manière dans ton ressenti. Et là, par contre, dans ce tarot-là, qui est le tarot de Jodorowsky qu'avant, on a des couleurs qui sont un petit peu plus douces. Par exemple, on a du bleu clair qui renvoie aux cartes et aux lames plus anciennes. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus pastel et d'un peu plus doux. Et il est vrai que le tarot de Paul Marteau est beaucoup plus, parce qu'avant est beaucoup plus fort, parce qu'avant les lames, les cartes, elles étaient faites au pochoir, et voilà. Et après, là, on a une représentation plus industrielle, on va dire, avec les couleurs sont plus vives. Voilà. Donc après, c'est comment on ressent les choses, et qu'est-ce qui nous motive aussi dans l'utilisation? Quel est le lien que l'on a avec son tarot? mm. Parce qu'évidemment, il y a un lien qui s'établit, il y a toute une pratique. Et voilà, c'est pour ça qu'on ne doit pas prêter le jeu que l'on utilise de préférence. Parce qu'il y a un lien aussi, il y a une énergie, on va dire, il y a une énergie, il y a un fluide aussi. Et donc le tarot, plus on l'utilise, plus on est proche, plus on est en lien, plus il va vraiment nous montrer, nous enseigner. Voilà. Et dans la dimension, en tout cas, de la transmission du tarot, il y a cette dimension du chemin, donc le passage des portes. C'est-à-dire que si on ne passe pas une porte, si on ne vit pas la carte, si elle n'est pas vécue dans notre chair, eh bien on l'apprend de manière externe. Donc il y a l'apprentissage de manière externe, où il y a le fait de vivre la porte. Ce sont des portes, ce sont des vortex. euh, voilà. En tout cas, c'est ma façon de travailler et de transmettre. Ok, alors est-ce qu'on peut entrer dans le chemin? Mais Parce on que va dire c'est un chemin qui nous mène de notre naissance jusqu'à notre libération, c'est-à-dire notre libération, c'est un chemin d'éveil. Et donc dans ce chemin d'éveil, on va traverser toutes les étapes qui sont des étapes terrestres, qui est la première partie du tarot, ce sont des étapes terrestres. Et puis ensuite, on va avoir toutes les étapes des épreuves que l'on va traverser qui vont nous amener en tout cas vers la lumière et vers l'état d'éveil. Voilà. Donc c'est un peu pour résumer. en fait, aujourd'hui, tu souhaites aborder plus spécifiquement le message du tarot, ce chemin initiatique qu'il nous délivre. Donc, on n'est pas vraiment dans apprendre les symboliques en lien avec un tirage de tarot, mais plutôt dans le message profond du tarot. Alors effectivement, il y a plusieurs voies. La voie la plus profonde, c'est qu'est-ce que ça vient nous montrer de notre chemin terrestre? Qu'est-ce qu'on vient faire?
Donc, dans la formation, les formations que je propose de passer à travers ce chemin, ce qui est quelque chose qui est un atador alchimique, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. Alors, en général, on ne parle pas trop de ça. Donc, ça nous parle de nos différentes étapes de vie, qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on vient traverser, mais on va aussi les traverser. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'apprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, sinon on peut apprendre, très bien, on peut apprendre ce que ça veut dire, on peut apprendre. Là, on va beaucoup plus profond, on va beaucoup plus en profondeur sur le chemin qui va nous transformer. Et ce chemin-là, bien évidemment, on va le faire de vie en vie. Parce que c'est pas parce qu'on a fait une fois le chemin qu'on a compris. Et puis on Mhm. peut se à certaines étapes. Là, on nous montre le chemin dans notre accomplissement, c'est-à-dire qu'on vient s'incarner et puis on vient jusqu'ici se libérer, être complètement libéré euh, de ce qu'on pense être, de ce que nous conditionne, de ce qui nous empêche d'être libres. Donc le chemin initiatique, c'est un travail en profondeur. C'est pour ça que la formation que je propose, c'est un travail de groupe qui est souvent en complément d'un travail individuel. Ça, c'est vraiment ce qui est le fond du tarot. D'ailleurs, un très bel ouvrage qui s'appelle Méditation sur les 22 arcanes du tarot, qui est un auteur inconnu qui nous parle de ça. Donc ça, c'est le tarot moins connu, qui est moins dispensé, hein, puisque je le rappelle, le tarot conseil, le tarot divinatoire, le tarot, je dirais, avec les tirages, apparaît plutôt avec la Mancy du XVIIIe siècle. Voilà, je rappelle ça. Donc tout dépend comment on veut l'aborder, mais on va utiliser cette connaissance du chemin, c'est-à-dire que ce sont des étapes, c'est un peu comme les chemins, on va dire pour comparer le chemin de croix du Christ, voilà, par quoi il est passé avec les différentes étapes. Donc on va passer dans ces différentes étapes, mais parfois on peut être coincé dans une étape du chemin. Donc ça, c'est vraiment pour celui qui souhaite faire un travail. Et puis après, bien sûr, de manière plus communément admise, comment on l'utilise à titre intuitif, à titre de conseil. Mais par exemple, si je prends, on peut tirer une lame, par exemple, si je prends ici la lame de l'amoureux, eh bien, qui correspond très précisément à l'étape de l'adolescence, c'est-à-dire l'adolescent qui est en proie aux premiers émois, à l'amour, aux rencontres. Donc on voit bien que tout le monde passe par ça. Eh bien, par exemple, on peut aussi tirer cette carte pour une personne et voir ce qui se passe pour lui dans sa période de vie et voir aussi le problème du choix, mais ça n'empêche qu'il y a cette vibration il y a une vibration de fond, il y a un chemin de fond, et après on le décline par rapport aux événements. Donc, de manière pratique, par exemple, l'amoureux, ça peut être une carte que tu vas tirer dans ta vie professionnelle, dans ta vie affective, dans ta vie dans ta vie matérielle, financière, spirituelle, pour ta santé. Dans une carte, tout est décliné, mais dans le fond du fond, il y a ce chemin-là. Ok. Par Bah exemple, alors, pour le coup, comme on a dit que tu allais plutôt aborder le message de fond, est-ce que c'est possible de faire très synthétiquement, carte par carte, un petit peu, de nommer les étapes, ce à quoi ça correspond? Parce que c'est clair que pour aller dans la profondeur de la carte, ça prendrait une émission par carte et peut-être plus. oui. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une petite synthèse, en fait, quelques mots, des mots-clés, en fait? Alors, on peut avoir quelques mots-clés, disons, sur la première partie qui va du battleur jusqu'à l'ermite. On est dans la première partie de vie terrestre, c'est-à-dire qu'on va entrer dans la vie, on va ici avoir la représentation de la famille, voilà, on va avoir l'apprentissage de vie, et puis ensuite on va commencer à s'ouvrir à autre chose. Là, on a une partie très
voilà, de vie dans laquelle on pourrait ne pas nécessairement s'interroger. Et puis à partir de l'ermite, on va avoir un chemin où on va être traversé par le sens de l'existence. Hein. L'ermite va se questionner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il regarde comme ça. Il va se questionner sur le sens de l'existence. C'est-à-dire, au fond, pourquoi je vis tout ça? Donc, en fait, pour résumer, du battleur jusqu'à la justice, chaque carte vient raconter un petit peu notre vie d'enfant, comment on s'incarne, comment on apprend, comment on vit en famille, comment on se structure, comment on devient adolescent, combien, enfin voilà, etc., etc. On se pose pas trop de questions, on subit plutôt notre éducation. Voilà, on est dans la vie et à l'étape de l'ermite, on vient en fait s'interroger sur ce qui nous dépasse en fait. Hein. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'astrologie parce que c'est comme si ça correspondait au premier retour de Saturne en fait. C'est-à-dire premier retour de Saturne entre 28 et 30 ans. C'est là où on commence à devenir un peu plus auteur de sa vie, où on se questionne vraiment sur là ce qu'on veut faire, enfin l'orientation qu'on va prendre véritablement, où on va se poser la question de est-ce qu'on veut devenir parent, est-ce qu'on veut avoir des enfants. Enfin, il y a plein de questions qui viennent se poser dans ce premier retour de Saturne. Est-ce que l'ermite, ça pourrait correspondre à cette phase-là? Alors, on va dire que ça correspond à ce qu'on va vivre aussi, parce que tout à l'heure, tu parlais des parents, donc ça dépend de quels parents on a, s'ils nous éveillent pas. Donc, il y a un chemin qui est un fil, alors, qui est un fil rouge, et effectivement, à un moment donné, on va se poser peut-être plus de questions, donc ça dépend de la maturité d'âme, en fait, et on va commencer à se questionner, en fait, pourquoi on va vivre ça? Donc, oui, on pourrait mettre en lien ce, ce- ce cycle euh, de Saturne, pourquoi pas. Et ensuite, on va rentrer dans un second cycle qui va être la compréhension. Et la compréhension, elle va venir ici avec la lame de la force, c'est-à-dire la confrontation avec ce qui nous... Ça, que c'est en même temps, on peut dire que c'est un cycle, mais ça dépend parce avec la force, par exemple, on va rentrer face à l'épreuve. Donc l'épreuve, on va peut-être l'avoir, on peut l'avoir plus tôt. Ça dépend. C'est pour ça que c'est difficile de mettre un âge. Par exemple, il y a des gens qui peuvent vivre ce cycle d'éveil euh, très jeune aussi. Donc c'est difficile de mettre en rapport avec l'âge. Mais en tout cas, ici, je ne sais pas si on voit bien Tu veux dire avec par là qu'en fait, c'est pas linéaire, que ça peut être en spirale, c'est-à-dire que on peut vivre les divers événements sur divers plans de réalité, qu'on vit pas forcément les étapes les unes après les autres, mais qu'il y a quelque chose. Alors, il y a les étapes, mais elles peuvent être vécues plus vite pour certains que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver à la fin de leur vie sans avoir compris le sens. Ouais. Disons il y a un cheminement, et on va dire que ça, c'est le cheminement dans l'idéal de son déroulement. Mais parfois, si on tombe sur... là, ici, c'est la confrontation à l'autre, c'est la confrontation à ses pulsions, c'est les blocages que ça peut générer. Donc, c'est difficile de le mettre. Il y a un chemin, il est vécu par tous. On a des parents, on a un apprentissage, on a les premières rencontres amoureuses, etc. Tout dépend de ce qui va se révéler. Et donc, par exemple, il y a des gens qui peuvent rester totalement au niveau du pendu. Ça veut dire qu'il y a des deux. C'est pour ça que quand on fait le chemin initiatique, en tout cas ce que moi j'ai imaginé il y a quelques années, parce que ça va faire en 2026, ça va faire la 11e formation, je vois bien que les gens ne sont pas verrouillés ni bloqués au même niveau. Donc le fait de passer le chemin, on peut rester bloqué. Là, c'est, on va dire, quelque chose qui se passe dans l'idéal, et c'est pour ça que Mais c'est difficile de mettre une date et de dire, bah, par exemple, si on est au pape, ben, on est à l'école.
c'est comment je dirais comment on le vit intérieurement, comment on Oui, oui, vit intérieurement. d'accord, ok. C'est très Mais différent. puisque tu parles du pendu, justement, est-ce que tu peux, c'est-à-dire si on est bloqué à l'étape du pendu, c'est quoi cette étape du pendu? Alors le pendu, c'est une lame, c'est une porte fondamentale. Ça veut dire que le pendu, en fait, c'est là où on doit lâcher. Et lâcher quoi? Eh bien, lâcher au niveau de nos émotions. Ça veut dire que quand on fait un travail sur soi, si on n'est pas touché, si on ne libère pas profondément les émotions, eh bien, on ne peut pas aller vers la transformation. Donc, le pendu nous dit, bah là, voilà, tu es verrouillé, tu es bloqué, tu es face à toi-même, tu es face à une étape où tu te sens bloqué. Et donc, la traversée du pendu nous amène à faire face à nous-mêmes et à lâcher la partie émotionnelle qui ensuite nous amène vers la 13. Disons que là, on est en confrontation pour évoluer. Là, on est un petit peu dans notre chemin. Là, on est dans la confrontation. Et le pendu, on voit bien que le pendu, il y a un retournement. Première série, 11. Deuxième série, 11. Là, il y a un retournement. C'est-à-dire que là, quand on a lâché quelque chose ou qu'on en a traversé une épreuve, par exemple, on pourrait dire que voilà, une épreuve forte, une, une maladie, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous bloque, le pendu va bloquer pour dire là, est-ce que tu vas comprendre vraiment le sens des choses? Est-ce que tu vas comprendre? Et donc, on va être touché. Et donc, on peut rester bloqué, hein. Ici, on a des petites coupures ici qui représentent des saignements, c'est-à-dire qu'on saigne. On saigne parce qu'on traverse quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, qui est de l'ordre de l'épreuve, qui est de l'ordre de la maladie. Et donc, ça nous amène à comprendre qu'est-ce que... Là, on est dans la partie plutôt, on va dire, si on regarde ça, on est plutôt ce qu'on appelle la vie mondaine. La vie mondaine, c'est qu'on vit, voilà, comme tu l'as dit, on a des parents, euh, on peut apprendre, on peut avoir des copains, des amis. Et tout ça, c'est absolument pas péjoratif, parce que l'incarnation est une initiation. Et puis ensuite, on va commencer à avancer. Et à un moment donné, la confrontation à l'autre, le désaccord qui peut se passer dans la famille, qui peut se passer avec les autres, la friction, l'épreuve, ce qui va amener le retournement. Mais alors justement, cette carte du tarot, tu dis que cette étape-là, on est invité à comprendre. Moi, j'aime bien cette définition du mot comprendre qui est prendre avec soi. C'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de comprendre avec sa tête, mais vraiment de comprendre complètement avec son corps. Et donc, ça demande une forme de digestion, en fait, hein. On va digérer les événements et en les digérant, ça va mettre du sens. Le sens va Alors, c'est émerger. oui, digérer ou pas, ça veut dire qu'on peut Oui, bah oui. rester avec l'indigestion. On Ouais. peut rester avec l'indigestion et certains euh, vont rester voilà, parfois jusqu'à leur fin, parce qu'ils n'ont pas la conscience. On va dire que le tarot se vit selon notre état de conscience. Donc en réalité, ça dépend de notre sagesse, l'ermite, ça dépend des vies passées, puisqu'évidemment le battleur regarde par là, donc il nous parle de quelque chose qui vient d'avant, qui Mm. vient du ciel ou qui vient de nos exemples. Donc effectivement, on ne digère pas. Il y a des gens qui ne digèrent pas la pilule. Donc le pendu, c'est vraiment, on est face à quelque chose moi je pensais à une dame comme ça qui était venue, qui était une dame extrêmement riche, qui avait une grande réussite, qui avait des grandes entreprises, et puis son collaborateur, euh, plutôt jeune et décédée. Et donc, elle était complètement bloquée, complètement verrouillée. Elle ne comprenait pas, elle hurlait à l'injustice. Et elle était à ce moment-là venue me voir et elle avait tiré le pendu, c'est-à-dire qu'elle était bloquée là-dessus Mm. et qu'elle avait
faire un travail, on va dire, euh, voilà, parce que ce qui est important aussi, c'est de rappeler que ce chemin, il y a la profondeur initiatique, puis il y a la profondeur thérapeutique. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents niveaux de lecture, justement? Bien sûr, le niveau le plus connu, c'est le niveau, on va dire, divinatoire pour poser des questions, euh, puisque c'est un peu l'époque du XVIIIe siècle, des voyantes, autour de Napoléon, etc. Donc, les gens avaient envie de connaître un petit peu leur avenir. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu ou quand les gens vont acheter des livres, on dira, tiens, il y a le tarot, etc. Ça, c'est le tarot prévisionnel de ce qui peut se passer. Après, le deuxième niveau, on pourrait dire que c'est un niveau, moi j'aime bien ce niveau-là, c'est un niveau de conseil. Être conseillé, être guidé, être orienté vers telle ou telle chose. Donc, on peut apprendre à lire le tarot. Un autre niveau qui m'intéresse aussi à point nommé, puisque en tant que psychothérapeute, je l'utilise dans la thérapie et le travail thérapeutique, où on en est, qu'est-ce que nous avons à travailler. Donc ça, c'est le tarot thérapeutique. Et puis, il y a aussi cette notion du travail avec les lames, du travail vibratoire, du travail en relation avec les corps subtils. Donc là, c'est vraiment le tarot de guérison. Et puis, on peut aussi parler du chemin spirituel ou du chemin karmique. Donc, tout dépend comment on se positionne. Et puis, le dernier niveau, en tout cas pour moi, c'est le niveau le niveau du passage des portes, puisqu'à ce moment-là, on devient le tarot. C'est-à-dire que le tarot n'est plus seulement externe, mais il devient vivant. Et il devient vivant tel que l'on le voit là, avec toutes ces images. Donc c'est très important de rappeler ça. Et puis, on peut rajouter la dimension dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension intuitive, euh, où là, on entre dans l'éveil de la perception, comment les lames peuvent amener des images, des messages aussi. Donc, on entre dans cette dimension très, très médiumnique. Voilà. Et toutes ces dimensions vivent ensemble. Alors moi, Donc, dans l'utilisation que j'avais du tarot, alors d'abord c'est vrai que j'avais eu des lectures et que j'avais un peu compris cette structure de chemin initiatique. Mais lorsque j'utilisais, maintenant j'utilise plus du tout le tarot, hein. J'ai pas besoin spécialement ni de cartes, ni même de thèmes astrologiques pour me connecter au message, en fait, hein. Je veux dire, je pratique ce qu'on appelle la lecture d'âme et je peux avoir les messages directement sans aucun support. Mais ceci dit, moi, une carte, alors, si je me connecte avec une carte de tarot, avec mon intuition, je vais me connecter à son message profond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. D'ailleurs, je peux même, j'avais déjà fait des expériences comme ça hyper intéressantes, où plutôt que de tirer une lame de tarot, je demandais à mon intuition de laisser apparaître une carte. C'est-à-dire que je pouvais visualiser la carte qui venait me dire dans quelle étape, dans quelle vibration se trouvait la personne. on peut la tirer ou ne pas la tirer. Par exemple, tu peux faire l'expérience de tirer une carte, on peut le faire d'ailleurs, de tirer une lame aujourd'hui et qui nous donne ce qu'on appelle quoi de neuf aujourd'hui, qui nous donne la vibration dans laquelle on est. Donc on peut très bien la tirer ou ne pas la tirer et la tirer le soir pour voir si ce qu'on a vécu est en accord. Donc tirer une lame, on peut tirer une lame, mais on peut aussi la tirer, la laisser et voir au bout d'une journée si on était dans cette vibration. Et on peut même deviner quelle est la lame. Moi, je fais faire des Ben, c'est tirages ça, aux gens, c'est, je leur fais deviner. mais moi, en fait, sans Devinez quelle même est la toucher, lame.
moi, sans même avoir un jeu de tarot dans les mains, je ferme les yeux me centrer et je demande à voir la carte de tarot, par exemple de la journée ou par rapport à une personne qui représente la vibration de la personne. Enfin, voilà. Et la carte, elle apparaît visuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support papier, en fait. Mais elle peut aussi apparaître quand on la tire, c'est-à-dire qu'on vérifie. On Oui, vérifie que, oui, attends, je oui, peux mais voir la carte, oui, et ben oui. là, elle peut Mais apparaître. c'était juste pour dire que, en fait, moi, si je me connecte à une carte de tarot, pour moi, je me connecte au message profond de la carte du tarot. Pour dire que, en fait, l'intuition peut effectivement permettre de faire émerger tout un tas de messages, mais peut aussi tout simplement venir nous connecter avec la symbolique de ce message initiatique. C'est ça que je veux Alors, dire. soit initiatique ou soit très concrètement. Par exemple, je pense à quelqu'un qui a suivi mon cours, enfin voilà, et à un moment donné, il avait tiré plusieurs lames. Il y avait l'amoureux, il y avait toutes les personnes de sa famille qui apparaissaient en fait. C'est-à-dire que ça peut être initiatique, mais ça peut être très concret, ou la relation avec sa femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a effectivement, on peut avoir la dimension intuitive, mais on peut avoir des choses très 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 concrètes par exemple, quelqu'un qui avait travaillé C'est parce que avec... c'est fractal, en fait. C'est un processus fractal, c'est-à-dire que dans le grand se trouve le petit, dans le petit se trouve le grand. Donc, on va lire sur différents plans de réalité. Il y a le plan Voilà, symbolique, il y a le plan initiatique, il y a le plan concret. Et donc, les cartes peuvent venir représenter aussi des personnages. Euh, oui. c'est Par vraiment exemple, fractal. je prends la carte de la Lune, par exemple, et puis pendant un moment donné où je travaillais avec cette lame, eh bien, j'avais la journée où je travaillais avec cette lame, bah, il y avait des chiens qui sont venus, qui sont venus m'aboyer dessus. Donc les deux chiens, il faisait gris, il pleuvait, et on était vraiment dans cette atmosphère. Et ensuite, quand j'ai retourné la lame à la fin de la journée, j'ai dit, ah tiens, c'est curieux. Voilà, la représentation peut être ici avec les deux chiens, avec la lune, avec le sentiment émotionnel, et on va le retrouver où on va avoir exactement à le conscientiser. Donc c'est quelque chose, tout dépend avec quel œil on voit. Tout dépend avec si on voit avec l'œil de la conscience ou si on Hmm. voit un Hmm. œil très pratique. Donc selon le niveau de conscience, on va pas lire de la même manière. Et évidemment, si on a tous les niveaux de conscience, c'est d'une richesse incroyable, y compris dans la codification Hmm. la Alors, codification des regards aussi, hein, l'ermite regarde le pape, hmm. le cheval regarde par là. Et tout ça, c'est vraiment d'une telle richesse que voilà, c'est beaucoup plus grand que l'on croit, c'est beaucoup plus vaste que l'on croit. Ok. Donc, Est-ce que ça c'est requiert possible, est-ce que c'est possible de reprendre le chemin initiatique? Là, on en était au tarot et l'idée, c'était de donner un petit peu des mots-clés sur les différentes étapes, hein. Par exemple, au niveau, là, on a la carte numéro 13, la mort. Euh, Alors, il y a l'arcane sans nom, donc il n'y a pas de nom en fait. Et ça, voilà, c'est l'arcane important. sans nom. La Voilà. 13. Donc effectivement, à partir de de ce chemin-là, si on a été bloqué, si on a compris ou si on n'a pas compris, eh bien, doit se passer euh, une transformation profonde, c'est-à-dire un accès à autre chose, à un autre plan qui est à l'intérieur de nous. Donc toute la suite au basculement ici, fait que l'on va dans notre conscient, dans notre inconscient, beaucoup plus profondément. Ça va nous donner, c'est-à-dire là, c'est vraiment la transformation, la, la- la- la fin de la première étape. À ce moment-là, quand on a fait le pas vers la dimension spirituelle, ben, on va devoir encore travailler. On va devoir travailler, c'est-à-dire avec tempérance, on va aller vers notre dimension,
notre compréhension qu'on est un être de lumière et un être angélique et pas seulement un être de chair. Et puis ensuite, évidemment, avec le diable, avec la maison Dieu, on va devoir être confronté, schématiquement parlant, à notre ego, à notre orgueil, pour aller retrouver cette pureté originelle et ensuite progressivement laisser rayonner et se libérer ces quatre dernières lames, on va dire l'être qui est en nous. D'ailleurs, la phrase que je pourrais dire pour résumer, c'est que le tarot de Marseille n'est pas, n'est pas seulement un art de prédire, mais de se souvenir de qui nous sommes. Hmm. Ce n'est pas seulement un art de prédire, et que du mat jusqu'au et que le tarot, pardon, nous raconte le voyage de l'être humain vers sa propre lumière. Le tarot nous raconte le voyage de l'être humain vers sa propre lumière. Mais il nous raconte pas seulement, c'est-à-dire il est à vivre. Il est à vivre concrètement. Donc on va le vivre concrètement dans ce qu'on va traverser. C'est un peu inéluctable. Mais quand on fait vraiment le travail en conscience du chemin initiatique, à ce moment-là, va se passer des choses tout à fait... c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et donc, voilà, on a traversé... et parfois, on revient parce on est resté sur une étape. Hein. Donc, soit on reste dans la vie mondaine pour la plupart des gens, soit on reste dans les épreuves, soit on n'a pas tout compris parce que c'est tellement grand et c'est tellement riche qu'il nous faut toute cette expérimentation, justement, du mot karmique, du karma, avec le karma. Ah, ça coupe, Patrick. On t'entend plus. Bon, je suis désolée, on a eu une petite coupure. Voilà, j'entendais plus Patrick. Du Oui, coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. moi non plus. Le tarot, un chemin où on se perd, bah oui, on peut se perdre aussi. Oui, on peut se perdre. Et tu Voilà. parlais de la profondeur et de la puissance de cet outil qu'est le tarot. Et qui est Euh, voilà, c'était une puissance incroyable et aussi le fait de le vivre, je vais dire même le fait de l'aimer en fait. Moi, ça va faire plus de 30 ans, plus de 35 ans que je vis, j'ai plusieurs jeux de tarot, je vis avec. Et donc, c'est une communication. C'est pour ça qu'on peut le regarder comme un jeu externe et l'utiliser, ou on peut le regarder comme un ami, comme un maître, comme un compagnon euh, de vie. Donc, si on va loin, on peut vraiment, il y a un attachement, il y a un lien qui se crée, il y a un dialogue qui se crée, et tout ça, ça devient très, très, très vivant. Ça devient très vivant. Donc voilà un petit peu pour une approche un petit peu. voilà. Mais le fait à un moment donné de comprendre qu'en fait, que toute chose qui se trouve à l'extérieur de soi est d'abord et avant tout à l'intérieur de soi, ça se fait pas qu'avec le tarot. Ça se fait avec le monde entier. Et je dirais que l'éveil, en fait, il se situe là. C'est de comprendre que le monde se situe en nous. Et dès lors qu'on comprend ça, ben forcément, ça transforme notre vision de nous-mêmes, des autres et du monde. C'est là où on peut commencer à se dire, tiens, on s'éveille. Et que tout ce qu'on va diaboliser à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on diabolise à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on va aimer à l'extérieur de nous, c'est des choses qu'on aime à l'intérieur de nous. Et quand on fait ces passerelles, quand on comprend ces processus, ben forcément, on se relie quelque part, on se relie à notre source de création, à la source de toute chose, à la source de notre créativité aussi. Et en ce sens, le tarot, en tout cas le tarot de Marseille, le tarot initiatique, est un reflet de ce qu'on va aimer et de ce qu'on ne va pas aimer. C'est-à-dire que quand on fait le travail,
il va y avoir des rencontres, des répercussions, des choses, comment on va les vivre, comment on va les vivre émotionnellement, comment va les traverser. Donc en ce sens, euh, ça va être un reflet du monde dans ce que nous avons à rencontrer. Et en ce sens, je dirais autant on va parler de l'astrologie indienne, on va dire Jyotish, qui veut dire la lumière. Mhm, La c'est la lumière qui vient nous éclairer, eh bien moi je parlerai aussi du tarot comme un outil de lumière. mhm, D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes de lumière. Il y a le soleil, il y a l'étoile qui est la lumière, il y a le chariot qui est très resplendissant. Et puis on va avoir aussi la lumière, mais la lumière ne va pas sans l'ombre de l'arcane sans nom, donc qui va nous parler de notre finitude, qui va nous parler de la fin d'une transformation, d'une rupture, du diable aussi, qui va nous parler de notre diable intérieur. Quelle est notre partie diabolique qui peut être montrée de l'empereur, qui n'est pas seulement un empereur, mais qui peut être la représentation du pouvoir. Donc en ce sens, tu parlais du monde, tout le monde est contenu mhm. et c'est pour ça que les initiés, les grands initiés qui ont composé le tarot étaient des gens qui avaient une vision très ouverte du monde et certainement éveillés, et certainement éveillés. Comment pourrait-on nous parler du chemin d'éveil d'une manière aussi claire? Comment ce chemin a traversé les siècles d'ailleurs caché par rapport à ces arcanes qu'on a vus, ces arcanes créatifs, ces tableaux, pour justement rester un chemin secret. Et ce chemin secret, d'ailleurs le tarot, on l'appelle le mutus liber, c'est-à-dire le livre muet. Il ne parle pas, Mhm, mais un livre, si on sait le lire, si on mhm, sait le coder. mhm. Et mutus liber a été transmis comme ça, de manière cachée. On a dit bah, c'est un jeu de cartes. C'est Pour... intéressant ce que tu dis parce que en fait, quand tu regardes même tous ces ouvrages comme la Bible, comme dans la mythologie, voilà, qui transmettent des messages. En fait, les mots. Alors là, dans le tarot, il n'y a pas de mots, donc c'est des images. Donc, il s'agit d'aller au-delà des images, hein, puis d'entrer dans la carte, hein, comme tel que tu le dis. Mais tous ces ouvrages, quand on lit la Bible, si on s'arrête aux mots et à la représentation du mot, on va pas bien loin en fait. Il y a en fait différents niveaux de lecture, une lecture beaucoup plus symbolique, beaucoup plus initiatique, parce qu'on va toucher à travers ces ouvrages aux archétypes, en fait, à des archétypes. Et en fait, il y a des messages extrêmement profonds qui n'apparaissent pas à première vue quand on lit les mots et quand on s'accroche aux mots. En fait, il s'agit à un moment donné, les mots sont un vecteur, mais peuvent nous orienter sur des non-sens, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont interprété la Bible ou qui ont interprété ces ouvrages religieux de façon complètement erronée, parce qu'ils se sont accrochés aux mots alors qu'en fait, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Il y a des messages secrets en arrière-fond. Voilà, d'ailleurs, on va parler, dans le tarot, on va parler des codes secrets. Il y a des codes qui sont Ouais. indiqués, codes qui sont à décoder. Et donc, il y a déjà le livre muet, c'est-à-dire que c'est ce livre de regard, de bande dessinée, cette codification, et puis comment les lames vont vivre entre elles. Donc là, on a parlé un petit peu de manière, je dirais, un peu saucissonnée de chaque lame, mais elles s'animent, elles parlent entre elles. Quand on a un tirage avec 4, 5, 6 lames, il ne s'agit pas simplement d'interpréter chaque lame dans sa case, mais il s'agit de voir comment ce dialogue et qu'est-ce qui se passe dans toute interaction. Et très souvent, quand on fait des exercices ou des tirages, on voit que le niveau d'interprétation se met à monter parce qu'on va voir des choses qu'on ne voyait pas au début. Ouais. Donc tout dépend de comment on le vit. Et puis, il y a une phrase qui dit, on ne doit pas apprendre, je
dis ça aux gens, on doit apprendre la signification par cœur, mais on doit apprendre à lire avec le cœur, ce qui est Oui, très, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis très l'idée, différent. Tu l'idée, vois. parce que tu parles des portes, c'est-à-dire ce qui se s'ouvre entre deux étapes, et c'est pareil, il s'agit de pas se faire aveugler par la carte ou par la symbolique de la carte, parce que souvent le vrai message se trouve dans la porte, c'est-à-dire dans l'entre-deux. Voilà, mais moi j'apprends, en tout cas j'apprends et je donne déjà la base de savoir qu'est-ce qu'un battleur, quelle est la symbolique, qu'est-ce qu'il veut Oui. dire, quelle signification. Et ensuite, quand on a cette base, quand on a ce ciment, après on peut monter. Sinon, bon, on peut aussi le lire de façon intuitive, mais on perd énormément, énormément voilà, de la première partie qui est très très riche. Après, tout dépend comment on veut avancer. Donc, et puis après, on a cette reliance, cette intuition, puis tout d'un coup peut venir un insight, peut venir un flash, où tout d'un coup on a vu, tous les gens ont vu la famille, toute la famille qui était réunie, et qui était vraiment, qui était effectivement qu'on pouvait voir. Et puis ensuite, le sentir, hein, c'est comme dans c'est le sentir qui est important. Sentir. Voilà, est-ce qu'on va rester simplement dans l'analyse ou est-ce qu'on va sentir? Oui, mais on en Donc, revient toujours aux et- mêmes choses, hein, ressentir, sentir, accepter de sentir, d'être vivant, quoi, hein. Il y a une chose vivant. Oui. que- Et le tarot, c'est le tarot vivant. Il est oui, oui, non, absolument mais voilà, oui, oui, oui. il est Dans, vivant. dans la mesure où c'est fractal, est-ce qu'on peut dire que l'ensemble des cartes, l'ensemble du chemin peut se retrouver à l'échelle d'une vie comme à l'échelle d'une journée, voire d'une seconde? En tout cas, à l'échelle d'une fille, c'est présent. Euh, Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire que ça se retrouve dans une seconde? C'est-à-dire, qu'est-ce que Bah, ce que je veux tu... dire, au niveau du temps, si c'est fractal, ça veut dire que l'ensemble des cartes, l'ensemble de ce processus, parce que moi je parle de processus pour le coup, hein, Oui, c'est oui. pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose un peu qui ressemble à comme un vortex en fait, hein, dans lequel Ce sont des vortex. voilà, Chaque porte est un vortex. voilà, Chaque porte voilà, est un ce sont vortex. Chaque lame voilà. est un vortex. Absolument. Voilà. Et donc, ce processus se retrouve à l'échelle la plus grande comme à l'échelle la plus petite, puisque, en fait, c'est un petit peu ce qu'on découvre aujourd'hui. L'infiniment grand est compris dans l'infiniment petit est compris dans l'infiniment grand. Ce qu'on peut observer dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand et vice-versa, en fait. C'est ça. Je parle d'une seconde, mais une seconde, c'est peut-être trop petit pour le voir et le sentir à l'œil nu, mais euh, c'est ça. Là, on vient de déployer un chemin qui se répète. Donc, qui se répète au travers des vies. En tout cas, il est profondément inscrit à l'intérieur de nous. Donc, on peut le développer comme ça de manière un petit peu rapide, mais tout ce chemin est contenu, est contenu là à l'intérieur et dans l'instant. Et si on continue à regarder, par exemple, si je continuais à regarder, là, maintenant, alors peut-être qu'on ne va pas le faire, parce que sinon, on va avoir une émission de plusieurs heures, mais on pourrait, c'est-à-dire là, maintenant, quand on commence à parler, là, le tarot, il commence à parler. En fait, c'est-à-dire qu'il commence à être vivant et il peut nous délivrer, il peut commencer à nous délivrer des choses. Donc peut-être qu'on pourrait voir qu'on essaye de faire une émission, pourquoi pas, où justement, quel est le message délivré, qu'est-ce qui se passe, parce que là, quand on commence à parler, ça commence à s'animer. C'est-à-dire que tout l'ensemble commence à s'éveiller au niveau vibration Mm. et, et au niveau de l'énergie. Mais je trouve intéressant qu'on ait parlé, que tu aies parlé d'astrologie et que justement l'étoile, par exemple, ici se situe vraiment, elle est au centre de quelque chose. Regarde, ça vient de venir. C'est intéressant, mais regarde comment l'étoile, elle est placée là, dans la deuxième partie du chemin, et Ouais, comment elle est vraiment au centre, tu vois. Et ouais, ça, c'est le tarot. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je viens de voir là, ouais. qu'en fait,
toi, le ciel, eh ben, il est là, quoi. Et le tarot, c'est ça. Tout d'un coup, on voit quelque chose et on voit la merveille. Mais bien sûr, on pourra faire une émission spécialement de l'astrologie avec le tarot. D'ailleurs, quand on donne l'enseignement, on donne chaque lame, bon, je ne vais pas tout dire là, est reliée à une planète, même parfois on a même plusieurs planètes. Oui, oui, C'est un tout à peu fait. comme Mais les là, déjà, civilisations des anciens. quand on regarde les lames de 1 à 12, déjà, on voit les 12 signes quelque part. Alors ça, on va voir, parce que ça, c'est pas là, il n'y a pas une linéarité complètement parfaite par rapport à ça. Donc on a Ah, parce des, que la perfection est de ce monde. on a des planètes, on a des signes, mais on a des planètes qui sont placées. Il y a des choses qui paraissent très évidentes, mais c'est pas nécessairement dans l'ordre. C'est plutôt indiqué, soutenu en tout cas. C'est un peu comme les étoiles fixes. Les étoiles fixes, on a parfois deux planètes. Ben, on va voir, souvent, il y a parfois deux planètes. Et on recoupe selon les auteurs. Alors évidemment, les auteurs anciens qui vont donner, il y a telle et telle planète. Et puis on va voir on va dire que la lame est de la nature de telle ou telle planète. Donc, si on connaît les planètes qui sont en relation avec les lames, ben on va tout de suite connecter avec la compréhension. Mm, C'est-à-dire, ah, si on connaît un peu l'astro. Euh, donc tout ça, c'est un tissage et la connaissance du tarot extrêmement complémentaire mm, à la connaissance astrologique qui est là présente avec la douceur de l'étoile, avec la protection de l'étoile qui sous-tend tout ça, euh, entre autres. Donc c'est un chemin aussi d'image. C'est un chemin, d'ailleurs, il y a un ouvrage qui s'appelle Le Tarot des imagiers du Moyen Âge, qui est un classique, euh, qui est un livre qui est un classique du tarot, le tarot des imagiers. En fait, ce sont des images, on apprend à connaître, et puis après, on apprend à regarder. Hein, tout à l'heure, cette étoile, elle est apparue là parce qu'elle s'est montrée. Elle m'a dit, bah, tiens, regarde, regarde, c'est là. Et c'est ça qui a quelque chose Et l'étoile, elle parle, voilà, elle parle peut-être qu'elle nous parle de la vibration dans lequel on est. Tu vois, c'est pas hasard cette histoire de solstice, solstice d'hiver, de la reliance à la Voie lactée, de la reliance à la pureté, la reliance à la beauté, et de dire, voilà, que nous avons cette beauté en nous, que nous sommes des êtres merveilleux et qu'elle symbolise tout ça. En tout cas, là, elle a envie de me parler, tu vois, j'ai envie de... ok. J'entre en dialogue, tu vois, j'entre en dialogue, et puis voilà, et puis elle sort un peu du jeu, et c'est très intéressant, c'est Bah, très... écoute, alors je vais te laisser méditer avec l'étoile parce que là, donc, on arrive à la fin de l'émission. Il va falloir que je te quitte, et que je vous quitte, que nous nous quittions. Mais Merci tout à fait, tout à pour ce fait. voyage au cœur du tarot, bah, fut quand même relativement succinct, mais ça pose un peu le décor. Et puis, ben, au plaisir de te retrouver dans une émission où on fera un peu plus le lien entre astrologie et tarot. Alors, bien évidemment, hein, on ne fait que aborder, d'être succinct, parce que l'idée n'est pas de faire une formation en live. Voilà. Est-ce que, Patrick, tu veux ajouter un dernier mot? Alors, j'espère que cette première approche du tarot vous aura parlé, vous aura intéressé, et que le tarot est aussi un chemin d'ouverture de la conscience qui est ouvert à tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un érudit, il n'est pas nécessaire d'être un ésotérique, mais c'est ouvert à tout le monde puisque ça s'adresse au cœur et à l'âme. Ok, super. Merci, Patrick. Eh bien, Merci à toi. À très bientôt donc. ouais, ok.
Merci à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.